Bon après-midi, bonjour tout le monde, bienvenue à ce panel. On est ici cet après-midi pour discuter de l'IA de confiance, sujet très intéressant. Sans tarder, je vais donner une introduction bref à votre modérateur aujourd'hui, qui est dirigeant du département des affaires, des communications et des partenariats du CRIM, Centre de recherche informatique de Montréal. Il observe l'émergence de la diversité des intelligences en entreprise et il est aussi chroniqueur radio qui réalise des chroniques par rapport à l'intelligence artificielle. Je vous présente votre modérateur d'aujourd'hui, Monsieur Mathieu Barrault. Merci. Et plaisir. Et j'invite également nos participants de ce panel. D'abord, on a Davinder Gupta qui provient de la CNRC, pardon. Monsieur Cédric Noiseux du CRIM. Monsieur Abdé Essaidi, qui vient de Actionable, sa compagnie. Rémi Blanchette de Thales. Et dernièrement, mais pas dernièrement, Cynthia Chassigneux, avocate chez Langlois Avocat. Merci, c'est à vous. Merci. Merci Olivia pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel sur l'IA de confiance que nous allons discuter pendant les 45 prochaines minutes. Alors l'intelligence artificielle, lorsqu'on aborde ces défis, on l'aborde souvent sur le plan de l'adoption, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas encore passé le pas de l'intelligence artificielle. Mais on va voir que les défis sont tout aussi nombreux pour les entreprises qui ont augmenté leur environnement par l'intelligence artificielle ou également les entreprises qui fabriquent des solutions d'intelligence artificielle. Alors, j'ai une première question pour mes panélistes, pour ouvrir le sujet. Comment en est-on arrivé à juxtaposer le mot confiance à côté d'intelligence artificielle ? Bien, pour moi, Mathieu, la question, c'est dans toutes les technologies arrive un point, à un moment donné, où l'adoption par la population et les entreprises nécessite une démonstration que ces technologies-là sont propres à l'usage, n'amènent pas de risque de sécurité sur les personnes ou sur les écosystèmes et les environnements. Donc, avec la démocratisation de l'AI et son adoption de plus en plus grande par les différentes entreprises et organismes, il est temps vraiment de légiférer sur ces questions-là et d'avancer sur qu'est-ce que ça veut dire de l'AI de confiance. Merci Rick. Moi, je peux rebondir sur ce qui a été dit parce que notre vision des choses chez Actionable, c'est que dans le temps, quand on regarde, on a commencé il y a quelques années à parler d'IA éthique. Le sujet, c'était déjà est-ce que l'IA en tant que tel, en tant que moyen, c'est éthique, c'est utilisable en tant que tel, quelles sont les problématiques. Ensuite, on a commencé à parler d'IA responsable, donc on a commencé à parler de l'usage, de l'application. Donc là, jusqu'à maintenant, ça suit un peu le cours de l'histoire. Ce que disait Mathieu, c'est que ça a un peu pénétré les entreprises, les organisations, les services publics. Et là, on en a un point où on se demande si on veut vraiment en faire un outil qui soit généralisable et transférable, à quel point toutes les parties prenantes qui sont autour vont être à l'aise avec l'outil qui est entre leurs mains. Et ça, c'est le gros défi de demain. Et quand je dis à l'aise, il y a d'un côté humainement et puis philosophiquement, et puis d'un côté aussi techniquement. Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que dans le temps, on se projette dedans? Donc il y a encore tout un chemin à parcourir. Et puis ça suit aussi surtout une maturité du marché, je pense, qui est assez tangible. Oui, c'est ça. Puis j'ai envie de dire aussi, il y a le côté industriel, mais il y a aussi le côté consommateur, le côté la personne qui va utiliser l'intelligence artificielle, autant grand public que l'usager simple. C'est aussi qu'il ait confiance, lui, dans l'outil. Donc de plus en plus, de toute façon, on parle de confiance dans différents domaines pour redonner confiance, pour aller vers la confiance. Donc c'est aussi ce côté du côté de l'industriel, mais aussi du côté du consommateur. Du consommateur, tout à fait. Justement, Cynthia, la notion de confiance fait appel aussi à la notion d'éthique. Et est-ce que c'est suffisant de se fixer des règles ou des objectifs éthiques, ou est-ce qu'il faut absolument un cadre légal ? J'ai envie de dire que c'est sûr qu'au départ, on va commencer par avoir des normes techniques, des normes ISO ou des choses comme ça. Donc c'est pour justement déjà regarder et façonner comment on veut mettre en place notre technologie. Et puis par la suite,
souvent, on va dire que le législateur est en retard ou a quelques pas de retard par rapport à ce qui se passe dans l'industrie. Donc, par la suite, si justement ces normes éthiques ou ces normes techniques ne suffisent pas, souvent on va demander à ce que le législateur vienne encadrer pour parer à toute autre éventualité, recours ou autre. Donc c'est comme ça qu'on a les normes techniques, c'est important, mais aussi le législatif. Tout à fait. Merci. Et Devander, vous travaillez pour le CNRC Paris, principal partenaire financier des entreprises qui innovent au Canada. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le genre de paramètre que regarde ou que va regarder le CNRC Paris, entre autres, pour financer des projets d'IA, entre autres? Bien, le Conseil national des recherches, nous avons à cœur, bien sûr, quand ça fait question d'expérimentation animale, humaine, il y a des règles d'éthique qu'il faut suivre. Puis ce que nous voyons de plus en plus, c'est les entreprises qui utilisent des informations personnelles, soit de façon directe ou indirecte. Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de biais négatif ou d'impact indu sur les utilisateurs et aussi sur la société en général. Donc, c'est un des critères très importants quand nous regardons à investir dans des projets des entreprises, c'est l'éthique et l'utilisation des données, justement pour ajouter de la valeur et pas juste créer des revenus ou des choses comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur tangible et intangible. Ok, merci. On vient d'aborder la question de à qui s'adresse finalement cette notion de confiance. Mais qu'est-ce que ça englobe, la notion de confiance, en fait? Est-ce que l'un de vous voudrait répondre sur cet aspect? Amdé, peut-être? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais avant, en fait, c'est une espèce de poupée russe. Chronologiquement, donc, on parlait d'IA éthique, puis responsable, puis de confiance. En fait, la différence entre ces trois concepts, c'est qu'IA de confiance, ça aborde deux sujets. Il y a l'aspect législatif, l'aspect humain, l'aspect impact social, en fait, d'un impact environnemental également, d'ailleurs. Parce que, comme vous le savez sans doute, entraîner un modèle d'IA, c'est pas neutre en carbone, loin de là. Mais d'un autre côté, ça intègre aussi les concepts techniques, justement, de dire qu'est-ce qu'un modèle robuste dans le temps, qu'est-ce que la performance d'un modèle. Je pense que toute personne qui va travailler sur des modèles plus ou moins complexes ici sait qu'avoir une performance à un instant X, c'est très bien, mais par conception, ça se dégrade à la première seconde où c'est en production. Et ça se contrôle, ça se maîtrise, et il y a des normalisations et des méthodes en fait, de développement et de gestion de projet qui vont dans ce sens-là pour essayer de un peu conjuguer les deux, l'aspect technique puis l'aspect réglementaire / humain. Super, merci. Rémi, vous travaillez pour une grande entreprise. J'avais une question pour vous dans le sens où vous avez des activités qui peuvent avoir des impacts plus ou moins directs sur les vies humaines. Est-ce qu'il vous arrive dans vos développements de produits ou de solutions en intelligence artificielle d'avoir des moments où vous n'avez pas suffisamment confiance dans vos modèles pour les mettre en production? C'est une question qui me fait rire un peu parce qu'il est hors de question de mettre en production des choses dans lesquelles on n'a pas confiance, que ce soit des technologies du numérique comme l'intelligence artificielle ou toute autre techno que Thales va construire. Maintenant, la question pour moi, c'est comment on fait pour avoir confiance, comment on développe cette confiance-là dans nos solutions. Et pour moi, qui est un ingénieur et qui dirige des ingénieurs, c'est à propos du processus de construction de la donnée, en passant par la création des modèles jusqu'à la validation des résultats, le maintien en condition opérationnelle de ces résultats-là, validés préalablement en laboratoire, puis ensuite au niveau vraiment du déploiement en production de toutes ces technos-là. Corollairement au processus, il y a toujours aussi une dimension, disons, éthique, particulièrement à l'IA. Donc, Thales s'est doté d'une charte interne éthique du digital il y a quelques semaines, dans laquelle il y a 10 engagements
qui traite essentiellement sur 3 thèmes. Le premier étant la sécurité, le deuxième, l'environnement, et le troisième thème, c'est sur la diversité et l'inclusion. Donc, la charte éthique s'adresse pas uniquement aux technologies de l'intelligence artificielle, mais sur l'ensemble des technologies du digital. Donc, en ayant des processus qui sont bien ficelés dans un cadre éthique, c'est comme ça qu'on adresse la confiance dans nos solutions. C'est très clair, merci Rémi. On vient de voir pour les grandes entreprises, et j'avais une question pour Abdé, parce que Actionnable, vous êtes à Montréal, mais vous êtes aussi en France, en Europe, et vous avez déjà développé quelques expériences d'accompagnement sur cette notion de confiance avec des entreprises. Et j'avais une question concernant la maturité de ces entreprises-là. Est-ce qu'elles ont toutes le même niveau de maturité minimum pour enclencher des démarches d'IA de confiance, ou tout le monde peut s'enclencher finalement dans une démarche? Pour répondre à cette question, en fait, c'est assez éparse. En fait, il faut prendre déjà l'angle des secteurs réglementés. Déjà un secteur réglementé, secteur financier, secteur de la santé. Par conception, il y a des limites, il y a des bornes. Donc c'est souvent des secteurs qui sont beaucoup plus conscients des contraintes par conception de leur technologie, et puis ensuite des réglementations à venir. Donc ça, c'est quand même une chose qui est assez flagrante, je dirais. La deuxième chose, c'est aussi la capacité à vraiment avoir de l'IA, parce que c'est une chose de se lancer dans l'innovation et de l'intégration de solutions d'IA, et c'est autre chose d'être suffisamment mature pour se poser la question, est-ce que je suis à un stade de développement où la maturité, et donc le mot-clé en fait, qui a été dit juste avant, c'est la maintenance en conditions opérationnelles, c'est la gestion de la production. Est-ce que j'en suis à ce stade-là? Est-ce que je suis sorti de l'étape des preuves de concept en vortex qui parfois ça peut prendre plusieurs années d'en sortir, ou est-ce que j'en suis à un point où j'ai quelque chose de suffisamment mature pour aller chercher la productivité, au sens littéral du terme. Et donc ça, pour le coup, il y a un peu de tout. Il y a autant des startups qui sont extrêmement avancées parce que par conception, elles n'ont pas de legacy, en fait, elles n'ont pas de système historique qui leur traîne derrière eux comme des boulets. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Et après, d'un autre côté, il y a des entreprises qui justement ont un legacy, mais qui le maîtrisent suffisamment bien pour pouvoir en faire un effet de levier et avoir de la robustesse en production parce qu'elles savent gérer de la production. Donc derrière, il y a un peu de tout, et ça, c'est valable autant en Amérique du Nord de ce qu'on constate opérationnellement qu'en Europe. Merci Abdé. Cédric, tous les jours tu travailles, je vais te tutoyer mes collègues, on travaille tous les deux ensemble, je ne vais pas te vous voyez. Tous les jours tu travailles sur des projets d'entreprise qui touchent à l'intelligence artificielle, et je te dirais, je me mets dans les souliers d'une personne de grand public qui écoute nos conversations, et il peut se dire, mais finalement, ça ne préoccupe pas les fabricants de solutions d'intelligence artificielle, cette notion de confiance. Ça veut dire qu'ils en sont loin, ou quelle est ta position par rapport à ça, toi qui es dedans tous les jours? Ça me préoccupe définitivement. Juste pour revenir à 4-5 ans en arrière, quand je suis sorti de l'université, du secteur académique, mes préoccupations, surtout quand je commençais à travailler, c'était au niveau de l'algorithme, des performances, de la théorie plus. Puis, mais ça, c'est le secteur académique. Quand on se rend compte qu'on arrive à travailler avec l'industrie, les entreprises, on se rend compte qu'il y a plus que juste des performances et des chiffres. Il y a aussi des facteurs à considérer quand on développe une solution, que ce soit la robustesse, comme Abdi disait, puis la généralisation, puis qu'un modèle soit toujours à jour dans le temps. Puis on se rend compte que c'est très concret, puis que c'est quasiment ça qui est plus important quand on travaille avec des entreprises, puis quand on développe une solution, un système d'intelligence artificielle. C'est tous ces facteurs-là qui font en sorte que l'entreprise va être prête à adopter cette solution-là, puis elle va être capable de l'intégrer, puis que ça soit utile. Fait que mon rapport avec la confiance en IA est très technique, si on veut. C'est toujours, OK, on développe une solution, est-ce que c'est capable de répondre aux besoins, aux objectifs du client dans un contexte particulier, puis selon des contraintes d'un client. Puis tous les facteurs que je disais juste avant, c'est très concret, puis on peut implémenter ça, puis explorer ça en tant que concepteur de solutions en IA. Fait que c'est pas juste la théorie puis des paroles lancées à l'air, c'est très concret parce que c'est ça la job d'un scientifique de données. Puis aussi, je me sens particulièrement concerné parce que en tant que concepteur de solutions en intelligence artificielle, on a une expertise, puis on sait que les entreprises, ça peut être nouveau pour eux, fait qu'on doit se faire un transfert de connaissances, puis les éduquer, puis dire que c'est important de penser à
la robustesse puis la reproductibilité des résultats, etc. dans le temps. Puis aussi, les entreprises, des fois, ont un peu des attentes disproportionnées face à ce que l'intelligence artificielle peut faire. Fait qu'il faut les ramener sur Terre. Fait qu'il y a beaucoup de discussions, de dialogues, justement, pour leur dire que c'est pas juste un chiffre à la fin qui est important, mais c'est tout ce qui vient avec ça, puis le cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. Fait que oui, ça me préoccupe beaucoup, quand même. Ça se voit. Merci, Cédric. Cynthia, quand on parle de confiance et d'intelligence artificielle, c'est souvent un enjeu relié aux données et à la vie privée. Les enjeux sont multiples et importants. Est-ce que pensez-vous des différentes approches, qu'elles soient américaines, européennes ou même de l'Asie? Est-ce qu'un jour on va converger vers une approche commune? C'est une très très bonne question. Je vais essayer de répondre. C'est sûr qu'on a déjà Europe, États-Unis, puis Canada et Asie, Australie, Grande Asie ou même Afrique. C'est des conceptions, il y a des conceptions en matière de protection des renseignements personnels, protection de la vie privée qui sont déjà totalement différentes, des approches totalement différentes. Et puis, si vous voulez, après la présentation, on pourra parler de ces approches qui sont totalement différentes. Mais donc déjà, à la base, c'est pas la même conception. Donc, à la base, les lois aussi, si on va vers les lois ne sont pas constituées de la même façon. Le droit civil, la common law, c'est déjà deux façons différentes de créer une loi. Tout à l'heure, je parlais de normes éthiques ou de normes technologiques. Dans des lois de common law, on retrouve certaines normes technologiques, des normes, des standards qui ont été intégrés dans les lois, ce qui ne se fait pratiquement pas dans les législations qui sont plus civilistes, on va parler. Donc, est-ce qu'un jour, on va arriver à avoir une uniformisation? Avant de parler d'uniformisation, une harmonisation? Peut-être, justement, il y a quand même des joueurs qui sont importants dans le domaine en matière, ce que je regarde le plus souvent par rapport à la protection des renseignements personnels, il y a quand même des grands joueurs dans différents secteurs d'activité, dans différentes zones géographiques. Puis, immanquablement, on regarde ce que fait le voisin, et puis immanquablement, ça revient dans la législation. Si on regarde par exemple la législation québécoise qui a été adoptée pas plus tard que l'année dernière et dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le mois dernier et d'autres par rapport à l'intelligence artificielle rentrent en vigueur en septembre 2023, on sent les influences européennes. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais on sent l'influence européenne avec tout ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. Il y a quand même aussi des impacts américains. En Asie, je suis moins au fait, mais il y a quand même aussi des influences. Donc on s'en va vers quand même une harmonisation avant de parler d'une uniformisation. Je vois ça sur deux plans complètement différents. Et puis si on regarde ce qui s'en vient au fédéral aussi, la législation fédérale qui a été déposée, le projet de loi C27, il y a tout un pan qui est par rapport à l'intelligence artificielle. Là encore, il y a on prend un peu du meilleur de chaque partie pour essayer de faire en sorte que sa législation soit la plus importante, la plus coercitive, jusqu'à temps qu'il y en ait une autre qui devienne de plus en plus coercitive. Donc c'est une escalade et puis je pense que c'est quand même une bonne chose pour l'avancement de la technologie, l'avancement du droit et l'avancement des connaissances. Je me permets de rebondir sur les propos parce que je me mets à la place d'un chef d'entreprise sur un marché mondialisé. Comment fait-on pour se dire mais quelle loi finalement j'applique sur mon marché? J'ai déjà envie de dire sa loi de son pays, de sa province. Ça, c'est quand même la première des choses. Par après, si jamais on est une entreprise qui, par exemple, au Québec, qui fait affaire avec une entreprise qui est en Europe, il va devoir regarder ce qui se passe en Europe avec le règlement général sur la protection des données personnelles. Si c'est les données qui viennent d'Europe au Canada, c'est une certaine chose, mais si c'est les données qui viennent du Québec, qui s'en vont, je parle du Québec parce que c'est la législation où il y a vraiment ce point qui dit que si les données sont communiquées à l'extérieur du Québec,
il faut faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, un PIA. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est nouveau au Québec, ça a inspiré de l'Europe. Donc justement, il y a cette connexion. Merci beaucoup, Cynthia. Tout à l'heure, Davender, je vais te poser une question, parce que tout à l'heure, Abdé a parlé de la notion d'IA de confiance sous l'angle de l'industrialisation de l'IA. Mais toi qui côtoies beaucoup de startups aussi, est-ce que tu ne penses pas que finalement ces préoccupations-là, elles ne sont pas à la naissance déjà même du projet? Moi, je crois que ça doit être pris en compte dès le début du projet. Puis, la discussion qu'on a à date me fait réfléchir sur la distinction entre l'IA de confiance et l'IA digne de confiance. En anglais, on parle de trusted AI and trustworthy AI. Pour moi, l'IA de confiance, c'est que c'est les développeurs qui ont confiance dans leur système, dans leurs procédés, que les résultats vont être ce que le client veut ou ce que l'entreprise veut. Et Trustworthy AI, l'IA digne de confiance, c'est là qu'on regarde plus le côté éthique, social, législatif et d'autres. Et dès le début, ces deux côtés doivent être pris en compte dans le montage d'un projet. Et dans mon expérience, les gens sont tellement focusés sur le développement technologique, donc ils disent AI de confiance, oui, mais l'autre côté, non, c'est pas mon problème. Et je pense qu'il faut vraiment regarder les deux, l'IA de confiance et l'IA digne de confiance. Très intéressant. Si je peux rebondir là-dessus, Oui. c'est une façon de voir les choses, et c'était un peu l'illumination quand on a eu cette idée-là. C'est qu'en fait, quand on n'est pas selon un paradigme d'IA de confiance, c'est exactement comme si on développait un logiciel avec de la dette technique. Donc autant la considérer comme de la dette technique, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra la payer. Un jour ou l'autre, il faudra rattraper. Un jour ou l'autre, il faudra faire quelque chose, que ce soit à cause de la réglementation ou à cause simplement de problèmes techniques. Donc en fait, si on ne prend pas dès le départ, c'est comme si vous construisez un site web avec Figma. C'est bon courage pour que ça fonctionne en ligne, ça ne marchera jamais. Justement, je vais te redonner la parole, Abdé. Sur la notion de consommateur, est-ce que justement cette confiance, elle n'est pas aussi à acquérir et à développer avec le consommateur? Je pense à des cas d'utilisation, par exemple, des banques qui utilisent des algorithmes pour définir l'obtention d'un crédit ou pas. Est-ce qu'on n'arrive pas à un enjeu à ce niveau-là? Alors avant de répondre à cette question, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant. Ce qui est intéressant, c'est par rapport déjà à l'acceptation sociale de l'endroit où on est. Tout à fait. C'est-à-dire que toutes les cultures n'ont pas la même acceptation sociale des mêmes sujets. Je peux prendre 15 secondes. Enfin, moi, l'exemple, moi je suis marocain, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai vécu en France et puis maintenant au Canada. Et en fait, je constate déjà que par rapport aux données personnelles, il n'y a pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que parler de RGPD au Maroc, ça n'a aucun sens. Parce que juste la façon dont fonctionne la société, c'est pas une société qui est silotée par individus, mais par groupes sociaux. Donc en fait, le RGPD, c'était un non-sujet et ça l'est toujours. Donc ça, c'est juste une petite illustration de ce point-là. Et donc, parenthèse fermée. Et par contre, ceci étant dit, par rapport aux utilisateurs, il y a un gros sujet qui a été mentionné plusieurs fois ce matin pendant des conférences. C'est déjà l'éducation. Je pense que, je ne sais pas donner un chiffre, mais une bonne partie peut-être des utilisateurs sur des smartphones sont même pas conscients en fait que derrière c'est pas les personnes qui font des choses, mais c'est les algorithmes qui décident de choses qu'ils voient. Donc ça déjà c'est quand même le b.a-ba. Je pense que j'enfonce une porte ouverte, hein, mais autant le redire à chaque fois. Après je pense c'est aussi la responsabilité des entreprises qui commercialisent d'être transparentes sur le sujet. On peut parler des institutions financières, on peut parler d'un service B2C quelconque quand on achète un billet d'avion. En fait, derrière, pourquoi mon prix a changé entre dimanche et lundi? J'attends toujours moi la réponse personnellement. Mais, ça, pour moi, ça fait partie de la responsabilité des entreprises. Et moi, je suis conscient qu'on peut avoir de la bonne volonté, mais les réglementations, moi, je suis très, très pro-réglementation, comme vous avez pu le comprendre. C'est ça qui va aussi pousser à être transparent, à être objectif et peut-être chercher moins de complexité, mais chercher des choses qui sont justement explicables au grand public pour que ce soit un cercle plutôt vertueux plutôt que du rejet massif qui va peut-être un jour arriver sur certaines applications.
Merci Abdelmoïd. On vient d'évoquer une autre notion de l'IA de confiance, c'est l'explicabilité en fait et la transparence. Et un devoir qui s'en vient pour les entreprises effectivement vis-à-vis du consommateur pour justement bâtir cette confiance avec le consommateur. Rémi, quelle place auront les enjeux environnementaux dans l'IA de confiance? Parce que c'est un autre aspect de la confiance. Bien, comme je disais précédemment, Thales est donné d'une charte éthique du digital. Pour nous, dans cette charte-là, il y a 3 engagements autour de l'environnement. Le premier de ces engagements-là, c'est d'utiliser les technologies du digital pour s'attaquer directement aux conséquences des changements climatiques et à la lutte aux changements climatiques. Je vous donne un petit exemple. Dans les prochaines versions des systèmes de contrôle de trafic aérien opérés par Thales, on estime que les optimisations sur les temps d'attente des avions, que ce soit en vol ou sur le tarmac, devraient réduire les utilisations, les consommations de GES de 10%. Donc, ce que ça veut dire, cette charte éthique-là, pour Thales, c'est qu'on essaie de favoriser des projets puis des technologies qui vont nous permettre de lutter activement contre ça. Ça, c'est un des engagements. Le deuxième, c'est une approche qui est dite frugale au niveau de la gestion des données. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frugal, en bon français? C'est essentiellement d'utiliser moins de données de plus grande qualité plutôt que des quantités massives de données. La consommation en électricité et en matériel, en salle de serveur et tout ça, est directement impacté par ces approches-là. Donc, on veut tenter de développer des algorithmes puis des techniques qui vont nécessiter moins de données massives, particulièrement en rendant les senseurs, les systèmes embarqués plus intelligents pour permettre une transmission plus petite de ça. Et le troisième axe environnemental attaqué par Thales, c'est ultimement de prendre les principes de l'éco-design. Qu'est-ce que c'est, ça, l'éco-design? Ça veut dire utiliser le moins de matériel possible quand on fait la construction d'un système. Donc, moins il y a de matériel, plus c'est léger, moins ça consomme d'énergie, économie au sens environnemental. Donc, c'est l'ensemble, si on veut, de ce qui est visé là, par la charte éthique de Thales. Donc, c'est évidemment très important pour nous. C'est un gros morceau de la charte. Et est-ce qu'on peut rattacher cette notion durable de l'IA, en fait, avec la notion d'acceptation sociale, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une conscientisation de la part du public, en fait, pour adopter l'IA? Est-ce que l'IA doit aussi s'orienter vers là? C'est certain, puis c'est très difficile pour moi de commenter sur ce qui est acceptable socialement. Je ne suis pas un politicien. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que une grande entreprise comme Thales, si on a pris le temps de réfléchir et de mettre sur papier et de diffuser des engagements à l'interne comme à l'externe au niveau de nos clients et tout ça, c'est parce qu'on pense qu'il y a énormément de sensibilité sur ces questions-là dans la société, que ce soit sur le cadre juridique ou environnemental ou n'importe quel autre. Donc, on pense vraiment que c'est très important et que c'est susceptible, si on veut pouvoir bénéficier de ces technologies-là sans qu'il y ait trop pardonnez-moi l'anglicisme, de pushback. Il faut qu'on fasse nos devoirs sur ce qui est acceptable ou non. Merci pour la précision. Cédric, est-ce que tu aurais un cas d'usage dont tu aimerais nous parler, où justement toutes ces notions-là t'ont interpellé peut-être? Oui, je peux parler d'un cas d'usage dans le domaine de la cybersécurité. C'est un domaine dans lequel je baigne un petit peu dans des projets depuis 1 an ou 2. Comme la médecine ou les véhicules autonomes, la cybersécurité, c'est un domaine assez critique. Si on fait une erreur, si on pense à un système qui doit détecter des cybermenaces ou des cyberattaques, et finalement il y a une cyberattaque qui passe au travers de ce système-là, ça peut avoir un grave impact. C'est pour ça que c'est un domaine critique. Comme la médecine, un mauvais diagnostic, ça peut causer des problèmes pour une vraie personne, et même chose pour les véhicules autonomes. Donc, quand on pense à l'IA de confiance dans des domaines critiques comme ça, comme la cybersécurité, mais là, ça a une importance vraiment
Ça a vraiment une très grande importance. Avec des préoccupations qui sont venues comme ça depuis 1 an ou 2 que j'ai entendues pendant des collaborations avec des entreprises, c'est par exemple, on ne veut pas d'erreur. Une erreur avec un système qui détecte les cyberattaques, ça va avoir trop d'impact. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais nous, en tant que concepteurs, il y a moyen un peu d'adresser cette préoccupation-là puis essayer d'amener la confiance pour l'entreprise. On a un modèle, on peut l'ajuster pour dire, OK, on va accepter plus de fausses alarmes, mais au moins on va détecter la majorité des cybermenaces. C'est des réponses qu'on peut proposer, des solutions aux clients pour justement qu'il y ait un peu plus de confiance par rapport à cette préoccupation-là. Un autre truc aussi, c'est on entend souvent les entreprises qui voient l'intelligence artificielle comme étant une boîte noire. Quand on ne comprend pas quelque chose, normalement, on n'a pas trop confiance parce qu'on ne comprend pas justement. J'ai entendu explicabilité tantôt, je pense, de AD. C'est un truc qu'on veut beaucoup pousser. On a une boîte noire, mais on est capable peut-être d'expliquer les raisonnements du modèle. Comment c'est arrivé à la prédiction de dire tel événement va peut-être mener à une cyberattaque ou non. Si ce raisonnement-là ensuite concorde avec le raisonnement d'un expert en cybersécurité, là, on vient d'augmenter la confiance de l'entreprise parce que là, ça concorde le modèle avec nous, notre vision de qu'est-ce qu'une cyberattaque puis comment on utiliserait ce système-là. Peut-être un dernier truc, au niveau de l'automatisation, on dit tout va être automatisé avec l'intelligence artificielle. Il faut mettre un petit astérisque, là, parce que si c'est 100% automatique, on fait 100% confiance, peut-être qu'on n'est pas prêt à faire 100% confiance, puis c'est correct dans des domaines critiques comme ça. Qu'au lieu de proposer une solution 100% automatique, on peut proposer peut-être un système d'aide à la décision où il va y avoir encore un humain dans la boucle qui va utiliser ce système-là, qui va permettre de l'aider à travailler plus efficacement, puis pour détecter les cyberattaques, puis mieux analyser, par exemple, un flux d'événements dans un réseau informatique. C'est toutes des préoccupations qu'on entend souvent, en particulier dans le secteur de la cybersécurité, qu'on peut adresser directement, encore une fois, pour permettre d'avoir un peu plus confiance aux solutions qu'on va développer pour répondre aux objectifs. Merci Cédric. Et puis, je pense que la tâche est complexe parce que selon les entreprises, on n'a pas toujours un professionnel technique en face de soi. Et aller expliquer une boîte noire à quelqu'un qui n'est pas technique, c'est difficile. C'est très difficile. Comme je disais tantôt, c'est pour ça que l'éducation encore qui a été mentionnée, c'est important. Puis le dialogue, puis essayer de vulgariser ce qu'on fait, c'est excessivement important pour, encore une fois, revenir à la confiance puis l'adoption justement de l'intelligence artificielle. Et puis si je peux me permettre de faire du pouce là-dessus, c'est que dans la législation québécoise, justement, en 2023, à partir du moment où vous allez prendre une décision fondée exclusivement sur un automatisme, une décision automatisée, la personne contre qui vous allez prendre une décision peut vous demander d'expliquer la décision, comment vous avez pris la décision, donc l'explicabilité, oui, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis du public. Donc si déjà à l'intérieur de l'entreprise, et puisque vous l'avez très bien mentionné, on ne comprend pas ce qu'il y a dans la boîte noire, comment expliquer à monsieur, madame, tout le monde pourquoi sa décision a été prise par rapport à son crédit, par exemple. Donc c'est important, l'éducation, la littératie par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment... puis la formation, c'est vraiment primordial. J'ai déjà hâte de rappeler mes assurances. David, tu voulais faire un complément? Oui, la discussion me fait réfléchir aussi. Des entreprises qui pensent à se lancer en IA souvent ne portent pas assez attention sur le cas d'usage. Est-ce que c'est une solution qui mérite vraiment l'application de IA? Ou est-ce qu'il y aurait des méthodes plus conventionnelles, des statistiques conventionnelles ou des systèmes de contrôle conventionnels qui seraient mieux adaptés? Et souvent, quand une entreprise vient nous voir au Conseil national des recherches du Canada pour avoir du soutien financier, c'est une des questions que je demande. Démontrez-moi le business case, le cas d'usage, de quelle façon ça va créer un résultat mesurable, positif, une utilité pour l'utilisateur final. De dire que ça va sauver du temps, ça va sauver de l'argent, ça va sauver des gaz à effet de serre. Oui, c'est bon, mais ça, c'est un impact initial. Par la suite, c'est quoi la valeur continue? Et ça devient important parce que ce sont tous des éléments qui viennent dans comment on va entraîner les algorithmes et comment on va interpréter les résultats.
Donc, moi, je préfère voir l'étude d'abord du cas d'usage, du business case, puis après ça, là, on peut commencer à parler de comment monter un test case pour commencer, pour le tester dans la vraie vie. Et c'est quelque chose qui n'arrête pas. C'est pas, on livre pas un système AI, puis après ça, on lance ça par la fenêtre. Non, c'est une évolution continue qui doit être toujours mise à jour, qui doit être toujours adoptée. Puis les entreprises sont pas claires encore du coup de cycle de vie aussi, qui doit rentrer en compte dans le business case de est-ce qu'on se lance en IA. Merci pour ce complément. Il nous reste quelques instants. Est-ce qu'on aurait des questions du public, peut-être En fait, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour Ok. discuter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En ce moment, je vais vous aborder avec le microphone. Ici, très bien. Bonjour. Comme consommatrice, est-ce qu'il y a des trucs pour d'abord, comme de consommatrice de n'importe quelle entreprise en TI, est-ce qu'il y a des trucs pour d'abord reconnaître l'IA et savoir s'ils sont éthiques, que ce soit par ma vie privée, environnement? Parce que c'est bien beau être soumis au RGPD ou à d'autres lois, mais encore, il faut qu'ils les respectent. Tu peux. Vas-y. Je dirais, en ce moment, c'est une question très importante parce que l'IA est tellement cachée. D'où l'importance de cette discussion à propos de l'IA de confiance. Et le marché doit le demander beaucoup plus. Quels sont les droits des consommateurs, les droits des usagers à propos de nos données, à propos des recommandations qui sont faites. Et il faut qu'on parle beaucoup plus de ça. Et j'aimerais aussi que ce soit levé à un niveau beaucoup plus haut dans les lois qui sont considérées, cette question de IA de confiance. Très bonne question. Oui. Puis, si je peux me permettre, c'est aussi de questionner. Tout à l'heure, par exemple, à l'entrée, on m'a demandé mon code postal. Je ne sais pas si vous l'avez donné sans poser de question. Posez la question, pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin d'un code postal pour une conférence? Si la réponse est je ne sais pas, vous pouvez vous poser une question. Là, on m'a donné une réponse qui était logique. Donc, j'ai donné mon code postal en toute confiance et de façon libre et éclairée. Donc, questionnez, faites pas confiance aveuglément. Une confiance aveugle, ça peut se retourner contre vous. Donc, et puis, si jamais vous avez un doute, aujourd'hui, maintenant, depuis le 22 septembre 2022, il y a un responsable de la protection des renseignements personnels dans les entreprises qui doit être nommé. Vous pouvez lui poser la question et normalement, son titre et ses coordonnées sont sur le site, au Québec en tout cas, au Canada aussi quand même. Donc, il y a cette... Posez-vous la question. C'est aussi votre rôle en tant que consommateur. Oui, et puis... Pardon, merci pour la question. Et prochainement. Bonjour, Gisèle Henny, agent de développement numérique. Il y a un grand débat en culture actuellement au sujet de la loi 25 qui vient de passer. Est-ce que les OBNL sont assujettis à la loi par les organismes privés? Est-ce qu'on peut se parler après? C'est un grand débat, je suis bien curieuse. Car j'ai régulièrement la question et au-delà des OBNL, souvent on me dit « Oh, c'est la loi 25, c'est une nouvelle loi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de disposition avant. » Non, sachez qu'en matière de protection des renseignements personnels au Québec, la loi sur le secteur privé existe depuis 1994. 1994. Dans le secteur public, 1982. Donc, il y a des obligations qui existaient déjà. Donc, la loi 25 n'est pas une nouvelle loi. Elle vient juste moderniser les lois en place. Merci. D'autres questions pour l'instant? Ici, d'accord. Bonjour, je suis vraiment pas une experte, là, mais j'ai été dans des trucs pour gestionnaires, puis on m'a expliqué là, que maintenant, il y avait plein de fournisseurs de AI. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme du monde qui vient de vendre leurs services, mais qui n'ont aucune idée comment ça marche, puis ils veulent juste mettre le plus de données possible. Puis là, on leur demande, OK, mais à quoi ça va te servir d'avoir cette information-là, puis qu'est-ce que ça va me donner au bout? C'est full flou. Fait que, est-ce que vous avez comme 3 questions de base du gestionnaire responsable dans le milieu de la santé à poser à quelqu'un comme ça?
Très bonne question. Dans le milieu de la santé. C'était une précision importante. Je peux prendre une partie de la réponse. Je n'ai pas la réponse magique, mais déjà, il y a deux choses. Il y a les données et après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vraiment en deux étapes. Donc, les fournisseurs, il y en a 1000 types différents, mais globalement, on peut les catégoriser en deux groupes. Tu as les fournisseurs de services et de solutions logicielles. Donc, est-ce que les données vont sortir de votre infrastructure? Je pense que c'est le nerf de la guerre. Donc, déjà là-dessus, pourquoi vont-elles sortir? Quel est le bénéfice pour vous? Et puis, si vous avez le droit, c'est légitime de demander quel est le bénéfice aussi pour le fournisseur. Enfin, c'est quand même des modèles d'affaires qui sont tout à fait légitimes, et pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait un accord des deux parties. Après, la deuxième chose, c'est... ça c'est mon point de vue aussi un peu personnel, c'est... De manière générale, ne jamais essayer de trouver une solution compliquée à un problème simple. Donc en fait, à partir de ce constat-là, si on commence à vous mettre le mot AI pour des choses où vous avez l'intuition qu'il y a des règles de gestion qui répondent très bien à la problématique, bah, voilà, c'est déjà un autre élément pour s'interroger sur la pertinence du besoin. Et puis la troisième, c'est écrire votre besoin. C'est tout bête, mais moi je suis souvent dans cette posture-là, parce que nous, on est fournisseurs de services, d'être aussi dans une démarche proactive, d'aller rencontrer des organisations pour essayer de comprendre leurs enjeux. Mais par contre, le but, c'est pas non plus de créer un besoin qui n'existe pas. Et donc c'est toujours plus agréable, même pour nous, d'être face à des interlocuteurs qui ont une idée de leur problématique au sens large, l'ont déjà catégorisé, priorisé, et savent à peu près qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre. Mais la question, c'est le comment. Et donc là, ça devient une discussion beaucoup plus intéressante pour les deux. Puis si vous regardez au niveau des renseignements personnels, il y a aussi ce que dit Abdel, c'est la nécessité. C'est avant de mettre en place un système, il faut se poser la question de la nécessité du besoin pour lequel tu veux mettre en place ce système. Donc tu vas devoir regarder l'objectif. Par rapport au moment où tu vas déterminer l'objectif, tu vas déterminer de quelles données tu as besoin. Donc si tu as besoin de données anonymisées, dépersonnalisées, personnelles, parce que tu en as besoin pour entraîner, il faut que tu documentes. C'est ce que je parlais tout à l'heure, le PIA, mais c'est aussi la question de la nécessité. Et ça existe depuis, je suis désolée de le rappeler, depuis 1994. Au Québec, en tout cas. Oui, Demanda. Au CNRC, une chose qu'on fait, surtout si un projet implique des données personnelles, c'est on fait une révision éthique. Donc, je dirais de faire impliquer votre expert interne en éthique dans les discussions dès le début. Et cette personne-là va être aussi plus consciente de quelles questions poser sur, justement, comme on a mentionné tantôt, l'utilisation des données, l'utilisation des résultats, comment éviter le bias, le biais, et d'autres éléments très importants qui font tous partie de ce qu'on appelle le IA de confiance. Merci beaucoup. Donc en fait, on parle un peu des intentions derrière pourquoi on a besoin de ça. On n'a pas forcément besoin d'utiliser juste parce que ça existe, en fait. C'est un peu ça le message. L'utilité n'est pas une nécessité. Voilà, ok. Bon, c'est très bien et je pense que ça résume aussi un peu de quoi on parle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on clôture cette session? Est-ce qu'il y avait des commentaires peut-être de conclusion qu'on voulait faire avant de wrap-up? Oui, je voulais rebondir sur la première question en fait, du public tout à l'heure concernant les consommateurs, parce que finalement, c'est ceux qu'il ne faut pas oublier dans l'équation. Moi, je partage mon sentiment avec mes panélistes, mes invités. Là. Est-ce que finalement, on ne va pas être contraint d'arriver à une sorte de label qui va nous permettre de communiquer avec le consommateur sur justement le respect de ces règles et dimensions éthiques et réglementaires qu'applique l'entreprise pour pouvoir mettre en confiance le consommateur? Moi, je pense que c'est vital. Là. On peut pas présumer que des gens qui ne sont pas des experts du domaine peuvent comprendre le jargon technico-scientifique d'un domaine compliqué comme l'IA. Donc, il faut qu'à travers des normes, des certificats, une forme de compliance facile à suivre et à comprendre, qu'on arrive à guider des gens comme la dame qui a posé une question sur les questions à poser. Tout à fait. Avec un droit de réponse, c'est très important. Ok, merci.
Je veux juste dire que d'après moi, c'était super intéressant et je trouve ça vraiment enrichissant d'avoir plusieurs perspectives de chaque domaine. Je pense que ça nous donne une belle image et ne vous gênez pas de faire un peu de réseautage avec notre beau panel par après si vous avez encore des questions. Je vous remercie énormément. Merci d'être parmi nous et bonne fin de conférence. Merci. Il y a une autre conférence qui commence sous peu, donc ne quittez pas si vous voulez vous joindre à nous. Merci beaucoup. Merci.